de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité de ce samedi, un double attentat dans la vieille ville de Damas, bilan au moins 46 morts et des dizaines de blessés, dont des pèlerins chiites irakiens. Les forces irakiennes continuent leur progression vers la vieille ville de Mossoul en Irak, où est retranché le carré des derniers irréductibles combattants de l'État islamique. Vous le voyez, c'était il y a 6 ans, jour pour jour, le 11 mars 2011, un puissant séisme puis un tsunami frappe la côte nord-est du Japon. Bilan, plus de 18 000 morts et disparus et un accident nucléaire à Fukushima. Ce samedi, un double attentat a fait au moins 46 morts, dont des pèlerins chiites irakiens dans la vieille ville de Damas. Il s'agit de l'une des attaques les plus sanglantes au cœur de la capitale syrienne ces dernières années. Le ministère irakien des Affaires étrangères a fait état d'une quarantaine de ressortissants tués et de plus de 100 blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Le secteur de l'attentat de ce samedi est donc situé dans une zone où se trouvent de nombreux mausolées chiites, considérés comme des lieux de pèlerinage, mais aussi des mausolées sunnites. L'intervention militaire du Hezbollah en Syrie a divisé les Libanais. Ce sont les mots du patriarche maronite Bshara Rahi, qui était l'invité de nos confrères de Sky News. Selon le prélat, le Hezbollah n'a pas respecté la politique de distanciation du Liban à l'égard de la crise syrienne. Le chef de l'église maronite a en outre dénoncé l'arsenal militaire du Hezbollah. Le parti d'Hassan Nasrallah est armé et moi non. Cela est anormal, dixit Bshara Rahi. Les forces irakiennes continuent leur progression vers la vieille ville de Mossoul en Irak, où est retranché, je vous le disais en titre, le carré des derniers irréductibles combattants de l'État islamique. Une opération permettrait au pouvoir de reprendre un des lieux hautement symboliques de la ville, la mosquée Al-Nouri et son minaret bossu, d'où Abou Bakr el-Baghdadi avait proclamé l'installation de son prétendu califat. Le reportage de Mathieu Mabin et Gallagher Fenwick. Dans la mythologie du prétendu État islamique, ce minaret a scellé l'acte de naissance du califat. Aujourd'hui, il est à portée de tir. Ça, c'est la mosquée d'Abou Bakr el-Baghdadi. On est juste à côté. C'est la mosquée où il a fait son fameux prêche. On est vraiment proche maintenant. Là, voilà la vieille ville. La mosquée Al-Nouri, le minaret bossu, comme l'appellent les habitants de Mossoul. Elle domine la vieille ville, où est retranché le dernier carré des irréductibles de Daesh. Ce sont les snipers de Daesh qui nous tirent dessus. Ils ont repéré notre position dès qu'on est arrivé. Ça, c'est à eux. On leur a pris. Avant de s'engager à pied dans les ruelles étroites, l'aviation et l'artillerie ont commencé leur travail de harcèlement. On va les traquer jusqu'au bout. On les poursuivra jusqu'en Syrie. On va en finir avec eux. La Syrie n'est pas pour aujourd'hui. Mais à Mossoul, l'effondrement de l'organisation État islamique n'est plus qu'une question de temps. La mosquée où Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé son soi-disant califat n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Mais dans cette guerre qui oppose les forces de sécurité irakiennes aux combattants de l'organisation État islamique, la distance n'est rien. Seule la détermination des défenseurs de la vieille ville déterminera la durée du conflit. Dans le reste de l'actualité, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, s'est vu interdire d'atterrir à Rotterdam. Décision du Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, qui a expliqué que cette visite représentait une menace à l'ordre public. Le chef de la diplomatie turque devait participer à un meeting politique en faveur du président Erdogan. Nos sanctions politiques et économiques contre les Pays-Bas seront très lourdes, a menacé le chef de la diplomatie. Des meetings pro-Erdogan ont déjà été annulés ces derniers jours dans plusieurs villes d'Allemagne, ce qui a fortement crispé les relations entre Berlin et Ankara. D'autres réunions politiques pro-Erdogan ont aussi été interdites en Suisse et en Autriche.
Il aura fallu près de 2 mois pour que Donald Trump appelle Mahmoud Abbas. Le président américain s'est entretenu par téléphone avec le président de l'autorité palestinienne. Il a invité à la Maison-Blanche une prise de contact tardive entre 2 dirigeants que jusque-là, tout semblait opposé. Eh bien, tous les détails sur la teneur de l'entretien sont venus de Ramallah. Pas de commentaire côté américain. Pour Donald Trump, eh bien, parvenir à la paix entre Israéliens et Palestiniens serait l'accord ultime. Au Proche-Orient, donc, le processus de paix israélo-palestinien est toujours au point mort. À Gaza, le blocus justement israélo-égyptien reste maintenu, mais sur le plan économique, eh bien, l'industrie du textile tente de survivre. Les explications de Pierre Leduf. Sous l'œil de Yasser Arafat, ce sont bien des kippas qui sont fabriqués dans cet atelier de Gaza. Cela peut surprendre, mais dans ce camp de réfugiés palestiniens, cette activité répond avant tout à un impératif économique. 4000 Gazaouis travaillent encore aujourd'hui dans le secteur textile. Au début des années 90, avant le blocus, ils étaient 35 000. Le voisin israélien est naturellement un débouché commercial. L'hostilité politique est une chose et le travail une autre. Nous avons des amis israéliens qui nous posent des questions sur notre travail, mais nous avons des relations professionnelles. Nos intérêts ne sont pas de l'ordre de la politique. Dans les affaires, c'est l'intérêt qui prime sur le politique. Dans cet atelier qui fabrique des jeans, le propriétaire assure exporter chaque mois entre 5 000 et 10 000 pantalons en Israël. Il pourrait en vendre davantage, mais les hommes d'affaires israéliens craignent la fermeture fréquente des terminaux. Selon la Banque mondiale, le blocus a tué les exportations gazaouis et asphyxie l'économie du territoire, où plus des 2/3 de la population dépend de l'aide humanitaire. Direction la Tunisie où une femme sur 2 affirme avoir été victime de violences physiques ou morales. Face à ce fléau, la société civile s'organise. Le reportage de Sandro Lutiens et Amédit Lili. C'est une porte en fond de couloir d'un immeuble quelconque au centre-ville de Tunis. On entre ici dans le centre d'accueil et d'écoute de l'association des femmes démocrates. C'est dans ces chambres, discrètement, que viennent se confier les femmes victimes de violences. C'est souvent des récits qui sont très durs à écouter et donc on demande à la femme pourquoi elle est venue nous voir et ce qu'elle attend de nous. Parfois il n'y a pas de suivi à leur plainte. Très souvent elles nous disent on a été pour porter plainte et la police nous a dissuadés. Environ 4000 femmes sont passées par ici à la recherche d'un accompagnement juridique, même si les plaintes n'aboutissent que rarement à des condamnations. Mais d'abord, au cœur du dispositif, la psychologue Sherifat Lili, elle est celle qui va écouter les histoires de ces femmes violentées. Elles se sont seules et isolées et du coup, il arrive à la contrôler mieux. Une femme, quand elle est violentée, elle ne parle pas le premier jour, mais même si elle parle le premier jour, on lui dit peut-être c'est toi la cause. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'a agressé? Donc elle ne va pas le faire, donc elle peut vivre ça dans la honte. Elle a peur de dire que j'ai été violentée, que mon mari m'agresse. Complètement isolées ou en fuite, certaines sont dirigées vers un centre encore plus discret. La nouvelle maison d'accueil de l'association Baïti, un ancien bâtiment public reconverti, qui peut accueillir jusqu'à 30 femmes et enfants. Donc voilà une des chambres des résidentes. Le premier objectif, c'est de protéger la femme. Ensuite, c'est pour aussi travailler avec elle la modalité de réinsertion. Ce n'est qu'un hébergement temporaire. Ce qui est le plus important, c'est l'autonomie et l'indépendance après cet hébergement. Un projet de loi tunisien pourrait prochainement renforcer la protection de ces femmes victimes de violences. Le juge pourra ordonner un éloignement et la police sera formée et obligée d'enregistrer les plaintes. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau d'infos.
Le 11 mars 2011, un puissant séisme puis un tsunami frappe la côte nord-est du Japon. Bilan, plus de 18 000 morts et disparus ainsi que des dégâts considérables. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images d'archives. Parmi les infrastructures les plus touchées, il y a la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, gravement endommagée avec pour conséquence des centaines de milliers de personnes contraintes de fuir la contamination radioactive qui a pollué la région. 6 ans plus tard, une cérémonie s'est donc tenue à Tokyo aujourd'hui en présence du prince Akihito et du Premier ministre Shinzo Abe. On écoute donc Shinzo Abe dans quelques instants. Et 6 ans après, j'ai le sentiment que la reconstruction avance sûrement à chaque fois que je visite les zones touchées par le désastre. La reconstruction des habitations, des bâtiments et des quartiers progresse jour après jour. Et parallèlement à Fukushima, les ordres d'évacuation sont levés les uns après les autres. J'ai le sentiment que la reconstruction entre dans une nouvelle phase. L'accident de la centrale nucléaire de Fukushima laisse encore derrière elle 123 000 déplacés chassés par les radiations. Nombre d'entre eux reprochent au gouvernement de vouloir hâter le retour des habitants dans les régions contaminées. Eh bien, l'objectif, bien sûr, c'est de montrer que le pays est prêt à accueillir en toute sécurité les JO de 2020. 6 ans après la catastrophe, Fukushima garde ses airs de no man's land. Dans les rues à l'abandon, reposent les restes d'une ville autrefois si vivante. Pourtant, à 5 km de là, les chantiers redémarrent. Dans quelques semaines, la commune de Nami sera prête à accueillir de nouveaux habitants. Et bientôt, cette institutrice retrouvera sa salle de classe. J'aimerais que les enfants saisissent l'intensité, la force, la terreur que représente un tsunami. Mais j'aimerais aussi qu'ils voient un jour cette école et qu'ils réalisent ce que nous avons vécu et comment nous nous relevons aujourd'hui. La ville mise sur l'industrie pour attirer ses anciens habitants. Mais la moitié d'entre eux rejettent l'idée en bloc. Yasuo Fujita fait partie de ceux-là. Il vit désormais à Tokyo et souhaite définitivement tourner la page. Il y a encore beaucoup de gens qui ont été évacués et qui restent en situation précaire. Mais moi, je ne peux pas retourner là-bas. J'ai mon restaurant ici, une nouvelle maison. Je pourrais y aller pour voir une fois ou deux, mais jamais y vivre à nouveau. Aujourd'hui, les autorités estiment que le niveau de radiation dans la ville de Nami est semblable au reste du Japon. Mais plusieurs ONG affichent leur méfiance. Pour les Japonais, Fukushima et sa région demeurent avant tout un lieu de mémoire et de recueillement. Dans le reste de l'actualité, en Inde, le parti nationaliste hindou au pouvoir a remporté une victoire tonitruante lors des élections régionales dans l'État d'Uttar Pradesh. Le résultat de ce scrutin est une validation à mi-mandat du gouvernement de Narendra Modi, qui reste ultra populaire à travers le pays, près de 3 ans après son arrivée au pouvoir. Le Premier ministre avait promis de moderniser l'Uttar Pradesh, d'engendrer la croissance et d'endiguer la corruption dans cet État où l'écrasante majorité reste pauvre. Cette élection était aussi un test pour la mesure draconienne de démonétisation. Le retrait des grosses coupures de l'économie lancé avec fracas par Narendra Modi, c'était en novembre dernier. Après la Normandie, les Hauts-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est au tour de l'Île-de-France d'appliquer la clause dite Molière. Le Conseil régional a adopté un Small Business Act francilien pour favoriser l'accès des TPE et PME à la commande publique imposant l'usage du français. Objectif, c'est de lutter contre la directive européenne des travailleurs détachés. Parler français sur les chantiers, une mesure désormais obligatoire pour les entreprises en Île-de-France. C'est ce que l'on appelle la clause Molière. Les marchés publics seront attribués aux entreprises dont les ouvriers parlent français.
c'est essentiel pour des questions de sécurité d'abord. Et puis ensuite, moi je trouve que lorsqu'on travaille pour des marchés publics français, par les Français, c'est la moindre des choses. Une mesure légale car les critères d'attribution de ces marchés publics ne reposent pas sur la nationalité des ouvriers, mais sur la compétence linguistique. Pour ce patron d'une société de construction, ce dispositif est trop compliqué à mettre en place, inutile. Un Allemand qui voudrait travailler, ça veut dire qu'il faut que je dise non monsieur, vous ne travaillez pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, je pense que c'est très démagogique et ça ne correspond en rien à la problématique du moment. L'objectif du Conseil régional, lutter contre la concurrence des entreprises étrangères et des travailleurs détachés, discriminatoire selon ces ouvriers. Du moment qu'ils connaissent leur boulot et savent un minimum parler français, ça pose pas de problème. Si on licencie tout le monde, ceux qui ne parlent pas français, il ne restera pas grand monde à travailler dans le bâtiment parce que les Français, il y en a de moins en moins. Il y a tellement de gens qui viennent dans tous les sens, dans tous les pays, je veux dire. Et comme vous voyez, la plupart qui viennent déjà d'ailleurs, la plupart ils parlent déjà la langue eux-mêmes et s'ils ne parlent pas, 3-4 mois après, ils sont adaptés à la langue de la France. Une mesure déjà appliquée dans les Hauts-de-France, la Normandie ou encore Rhône-Alpes-Auvergne. Aujourd'hui, il y a 500 000 travailleurs détachés en France, essentiellement dans le secteur du bâtiment. Enfin, il en voit le bout. Après avoir passé 124 jours seul en mer, Sébastien Destremaux a coupé la ligne d'arrivée au Sables d'Olonne pour se classer 18e et dernier du Vendée Globe, fermant la 8e édition de cette course à la voile autour du monde et donc en solitaire. Ce matin, le jour s'est levé sur un marin heureux d'être allé au bout d'une longue aventure. Même si sa course est terminée, Sébastien Destremaux n'a pas voulu mettre pied à terre. Il a dormi dans son bateau, comme un sas avant de rentrer au port, au Sables d'Olonne. Passer la nuit tranquillement avec mon bateau, la course est finie, donc il n'y a plus la pression du résultat. Ouais, c'est bien, c'est bien. Il a franchi la ligne d'arrivée à 1h40 très précisément. Après 124 jours, 12 heures et 38 minutes de navigation. Alors oui, il arrive 50 jours après le premier, Armel Lecléache est bon dernier, mais qu'importe. Pour lui, c'est un exploit, une délivrance. J'ai l'impression d'être un peu en retard. Mais je m'en fous. Un truc de ouf. Un truc de malade. Les retrouvailles avec ses proches sont émouvantes. Ils ont tremblé pour lui chaque jour de son périple, en particulier sa maman, 85 ans. Bravo mon garçon. Bravo, fier. Fier. Ah, on peut un petit peu. Non, fier. Putain de merde, fier. Oui, putain de merde, ça on peut le dire. Ça on peut le dire. Aujourd'hui, c'est une monstrueuse victoire. Monstrueuse victoire pour moi. Tu vois, d'y être arrivé, d'avoir coupé cette ligne d'arrivée. Sébastien Destremaux a dû économiser ses vivres jusqu'à la fin. Alors il rêvait d'une pizza. Ouais, mais c'est super bon. Ah bah attends, il faut y aller quand même. La joie pour oublier les multiples galères, les pannes, les 2 chavirages, le mât dans l'eau. Une aventure que lui et ses amis célèbrent désormais en musique. Le Lecléache à Destremaux, le Gabard du Veneto, du foie gras. Pour ce marin, comme pour les 18 autres qui sont allés au bout du Vendée Globe, tout est bien qui finit bien. Et avant de se quitter, allez, on va un peu rêver. Les constructeurs automobiles travaillent aujourd'hui sur la voiture de demain et l'imaginent électrique et autonome. Mais d'autres préfèrent voir plus loin et se penchent déjà sur le véhicule d'après-demain. Et pour ces derniers, eh bien, la voiture du futur sera, attention, volante. C'est ce que pense notamment le célèbre bureau de style italien Italdesign et le constructeur aéronautique français européen Airbus. Parler français sur... Vous l'aurez compris, nous avons un petit souci technique. Promis, ce reportage sera diffusé dans notre édition demain à 16h40, heure de Beyrouth. Tout de suite, le rappel des titres. Ce samedi, un double attentat dans la vieille ville de Damas. Bilan au moins 46 morts et des dizaines de blessés, dont des pèlerins chiites irakiens. Les forces irakiennes justement continuent leur progression vers la vieille ville de Mossoul en Irak,
où est retranché le carré des derniers irréductibles combattants de l'État islamique. Et c'était il y a 6 ans, le 11 mars 2011, un puissant séisme puis un tsunami frappait la côte nord-est du Japon, bilan plus de 18 000 morts et disparus, et un accident nucléaire à Fukushima. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et très bon week-end.